trajectoire raccourcie, elle sera toujours très inclinée. Et on peut avoir des comètes comme ça dont l'orbite est plus raccourcie, comme par exemple la comète Hale-Bopp qui reviendra dans 2400 ans, ou la comète de Halley qui revient tous les 76 ans. Alors, qu'est-ce qu'une comète? J'ai commencé à dire beaucoup de choses sur un peu l'origine des noyaux cométaires. Pour l'instant, je vais surtout parler de noyaux cométaires, donc des objets qui sont formés de roches et aussi pour une grande partie de glace, et qui sont formés quelques centaines de milliers à millions d'années après la formation du Soleil. Mais ce qui va nous intéresser, c'est quand ces objets vont se rapprocher du Soleil. Donc au départ, c'est un objet qui vient de très loin, sur une orbite très, très allongée. Éventuellement, dès qu'il approche à une distance comparable à la distance de Saturne au Soleil ou de Jupiter au Soleil, on va commencer à avoir un début d'activité avec des molécules qui vont commencer à passer à l'état de vapeur. Donc on est dans le vide, donc toutes les glaces passent directement de l'état solide à l'état vapeur. Et ces molécules-là, ça va être notamment le dioxyde de carbone ou le monoxyde de carbone, qui sont des molécules qui passent à l'état gazeux à beaucoup plus basse température que l'eau. Mais lorsque, évidemment, la comète va être plus proche du Soleil, à environ une distance comparable à la distance de Mars au Soleil, ou un petit peu plus au niveau de la ceinture d'astéroïdes, la molécule d'eau, qui est le principal composant des glaces cométaires, va passer à l'état de vapeur. Donc, elle va entraîner avec elle tout un tas d'autres molécules. Donc, j'ai représenté schématiquement leur formule ici. Et en plus du monoxyde de carbone et du dioxyde de carbone qui probablement ne sont pas aussi liés que la molécule d'eau dans les glaces. Alors dans toutes ces autres molécules, il y en a qui en principe pourraient passer à l'état de vapeur beaucoup plus facilement que l'eau, mais qui sont probablement en partie piégées dans la glace d'eau. Et en même temps que ce gaz qui va former ce qu'on appelle une chevelure autour du noyau de la comète s'échappe du noyau, il va entraîner aussi des poussières. Donc les poussières, ça va des poussières aussi fines que de la fumée de cigarette, à des grains qui peuvent faire quelques centimètres ou même plus gros. Mais en général, c'est les poussières les plus fines qui sont pour nous, en tant qu'amateurs, parfois les plus intéressantes, parce que c'est ces poussières de la taille typiquement de quelques fractions de microns qui vont diffuser la lumière du Soleil et donner leur aspect, je dirais, si caractéristique aux comètes. Dans un premier temps, cet aspect diffus, qui est donc ce nuage de poussière qui diffuse la lumière du Soleil autour du noyau. Et puis, quand elles sont plus près du Soleil, il va y avoir aussi ce qu'on appelle une chevelure de gaz, donc des composés qui vont émettre de la lumière en lumière visible, qui vont être en partie responsables, par exemple, de la couleur verdâtre des comètes. Alors, ces composés, c'est un petit peu compliqué, mais un des deuxièmes effets du Soleil sur l'atmosphère de la comète, c'est qu'il va casser les molécules. C'est un petit peu le phénomène comparable puisqu'il s'agit également des rayons ultraviolets du Soleil, à ce qui est responsable par des cancers, tout ça. C'est-à-dire que c'est pas bon de prendre un coup de soleil, puis évidemment, s'exposer trop au Soleil. Là, c'est le rayonnement du Soleil qui va casser des molécules d'ADN dans nos cellules. Comme il casse les molécules d'ADN, il va casser les molécules dans l'atmosphère des comètes. Et on peut prendre quelques exemples, par exemple, notamment dans le cas de la molécule d'eau, le rayonnement solaire va casser la molécule d'eau en de H2O en OH plus H. Et ce qu'on appelle OH, qui est un morceau de molécule ou un radical, c'est par exemple ce qui est plus facile à observer dans les comètes à partir d'un instrument comme le radiotélescope de Nancy. Car l'avantage, c'est que du OH, il n'y en a quasiment pas dans l'atmosphère de la Terre. Par contre, la vapeur d'eau, vous savez très bien qu'il y en a plein. Donc c'est beaucoup plus difficile d'observer la vapeur d'eau depuis la Terre que le OH. Un autre exemple, c'est C2, donc c'est deux atomes de carbone qui viennent probablement de l'acétylène, C2H2, qui est responsable de la couleur verdâtre des comètes. Quand une comète est suffisamment brillante, même à l'œil dans un télescope, on commence à voir cette couleur. Et puis évidemment, sur les photographies, vous avez certainement vu ces comètes qui sont particulièrement vertes ou bleutées, comme l'exemple d'ailleurs qui est en fond sur cette image. Et en fait, c'est ce morceau de molécule qui est responsable de cette couleur. Alors, j'en venais après ça pour l'aspect vraiment très caractéristique des comètes, c'est que au-delà de ces molécules qui sont cassées et parfois aussi ionisées, c'est-à-dire que le rayonnement solaire va arracher un électron, par exemple, à la molécule de monoxyde de carbone, donc CO, ça va donner CO+. Et CO+, c'est d'une part un ion qui est en assez grande quantité dans les comètes, qui a la caractéristique d'émettre de la lumière bleue, et en plus il va interagir avec le milieu qui environne les comètes et qui est chargé électriquement, à savoir le vent solaire. Donc c'est ce flux permanent de protons et d'électrons qui s'échappent du Soleil à très grande vitesse, à des vitesses de 300 à 800 km par seconde, et qui va donc entraîner ces ions pour former ce qu'on appelle la queue d'ion. Donc cette queue bleutée que vous voyez donc en haut à droite sur l'image, je vous montre ici, et qui va partir quasiment en direction opposée au Soleil, parce que la comète qui voyage autour du Soleil, elle voyage à 30-40 km par seconde,
mais le vent solaire voyage genre 10 fois plus vite. On a l'impression qu'il part en direction complètement opposée au Soleil. Alors évidemment, vous avez tous remarqué qu'il y a plusieurs queues sur les comètes. Et l'autre queue qui est la plus symbolique, c'est la queue de poussière, qui est ici plutôt blanchâtre. Elle est constituée de poussière, donc elle diffuse la lumière du Soleil. Alors sa forme incurvée en fait est due à la combinaison de deux choses. C'est que d'une part les poussières s'échappent du noyau puis vont voyager autour du Soleil comme le noyau de la comète. Donc elles ont une trajectoire qui est un petit peu décalée parfois par rapport à la comète parce qu'elles prennent du retard. Mais en plus, quand les poussières sont très petites, et justement je vous parlais des poussières qui ont typiquement la taille du micron ou même moins, elles vont être très sensibles à la luminosité du Soleil, à savoir le rayonnement, et notamment ce rayonnement solaire qui est constitué de photons qui auront tendance très schématiquement à rebondir sur ces particules de poussière et leur donner une impulsion pour s'éloigner du Soleil. C'est ce qui fait la forme incurvée des queues, c'est-à-dire que plus une particule est petite, plus elle va être accélérée à grande vitesse en direction opposée au Soleil. Donc c'est pour ça que vous avez une queue qui est formée de particules qui vont dire assez fines ici, tandis que les particules les plus grosses vont avoir tendance à traîner derrière la comète. Alors là, je vais montrer d'autres exemples. Ici, une autre comète avec une queue de poussière très développée, la comète McNaught en 2007. Et enfin, il existe un troisième type de queue qui serait constitué d'atomes de sodium. Il y a plusieurs éléments, je ne vais pas encore parler du sodium, mais qui s'échappent du noyau des comètes. Mais les atomes de sodium ont la particularité d'avoir une émission dite de résonance. C'est la même émission d'ailleurs que ce qu'on observe dans les lampadaires, on dirait dans la rue, parce que les lampadaires à vapeur de sodium. Donc c'est une émission qui est très, très puissante, malgré la faible quantité de sodium, et qui, un petit peu comme les fines poussières, vont réagir au rayonnement solaire en l'absorbant puis en rémettant aussitôt, et en prenant une impulsion grâce à l'origine des photons qui viennent du Soleil pour être accélérés en direction opposée. Donc vous voyez ici sur une image justement qui est prise avec un filtre jaune qui laisse passer uniquement le rayonnement du sodium. Donc cette queue de sodium qui est très rectiligne en direction opposée au Soleil. Et je ne sais pas si vous voyez, on devine un petit peu, elle est un peu rougeâtre sur cette photo, mais on la voit ici sur cette photo. Et même, je crois qu'on a encore une image ici. Donc c'est un petit peu subtil, mais ça c'est une image toute récente puisqu'elle a à peine un an. Donc c'est la queue de la comète Pan-STARRS qui est passée près du Soleil en mars dernier. Donc vous avez la queue de poussière. Et puis ici en rouge, alors bon là c'est le traitement de couleur qui fait que c'est un peu rouge, mais c'est plutôt un rouge orangé quoi. Qui est la queue de sodium très rectiligne. Et je vous ai présenté une simulation à gauche qui est presque orientée comme il faut, mais un petit peu tournée. Vous voyez donc la flèche ici qui vous donne la direction attendue pour les atomes de sodium. Donc c'est une queue qui est encore plus rectiligne que la queue d'ion, parce que les atomes sont accélérés à très grande vitesse et beaucoup plus rapidement d'ailleurs que les particules de poussière, parce qu'ils sont évidemment beaucoup plus petits. Et pour finir, il peut encore se passer quelque chose d'intéressant lorsqu'une comète est amenée à raser le Soleil. Comme cet exemple de comète qui est passé au ras du Soleil, alors pas en décembre dernier parce que celle-ci a survécu quelques temps, mais 2 années avant, donc c'était la comète 2011 W3 Lovejoy qui est passée à 120 000 km de la surface du Soleil. Est-ce que vous voyez, donc là il y a la queue, alors c'est essentiellement la queue de poussière qu'on voit sur cette image. L'image ici juste avant le passage du périhélie et à droite juste après. Et vous remarquez, on voit un vestige de la queue qui a tendance à disparaître au ras du Soleil, et puis la tête de la comète qui est de l'autre côté. Alors ça, c'est des images qui ont été prises avec ce qu'on appelle un coronographe qui est situé sur le satellite SOHO de l'Agence spatiale européenne et de la NASA, qui observe en permanence le Soleil. Donc vous avez un disque au centre qui vous cache le Soleil, et puis le disque blanc qui symbolise à peu près la taille du disque solaire. Et ce qui s'est passé, c'est que cette comète est passée tellement près du Soleil que des poussières elles-mêmes sont passées à l'état de vapeur quand la comète est passée tout près du Soleil. On estime qu'à une distance de moins de quelques 5 ou 6 rayons solaires, la température atteinte par le matériau cométaire est telle, en dépassant plus de 1000 degrés Kelvin, que les silicate, qui constituent l'essentiel de ces poussières, passent à l'état de vapeur. Donc il n'y a plus de queue, la queue disparaît complètement, et elle s'est reformée après le passage de la comète près du Soleil. Alors en résumé, donc, les comètes de quoi sont constituées? D'un noyau dont les dimensions typiques sont de l'ordre de quelques kilomètres, même certains sont plus petits que kilomètres. Les plus grosses, la comète Hale-Bopp dont je parlerai un peu, fait 70 km de diamètre. Il y a même quelques objets issus de la ceinture de Kuiper, qu'on appelle les centaures, qui font jusqu'à 200 km de diamètre, qui sont des comètes potentielles. Autour de ce noyau s'est développé ce qu'on appelle une chevelure de gaz et de poussière, dont l'ordre de grandeur, la dimension, c'est quelques dizaines de milliers de kilomètres. Typiquement, en fait, ça fait un peu la dimension d'une planète ou d'une planète géante. Et puis la queue qui s'étend sur des millions de kilomètres, de 1 à voire
plus de 200 millions de kilomètres derrière la comète, qui est un milieu extrêmement ténu et donc qui peut dépasser des distances interplanétaires. Alors bon, ça c'est un petit peu l'aspect descriptif, comment ça fonctionne. Maintenant on va s'intéresser un petit peu à ce que sont réellement les comètes, et notamment les noyaux cométaires, donc qui renferment un peu les informations sur la manière dont s'est formé le système solaire. Alors après les survols de la comète de Halley dans les années 1986 par une flottille de sondes spatiales, on a eu une période un peu plus calme pendant une quinzaine d'années, et ça a repris en 2001 avec la mission Deep Space One qui est allée survoler le noyau d'une comète. Alors là, c'était la comète Borrelly, donc vous avez en animation des images saturées à gauche pour voir un petit peu le jet de poussière qui s'échappe, et à droite le noyau lui-même. Donc il n'y a pas eu énormément d'informations scientifiques de retour de cette mission, parce que c'est surtout une mission technologique, mais un des premiers éléments nouveaux, après le survol